Elle demande à être torturée à mort. Imaginez-vous deux personnes ayant des délires et des fantasmes particuliers, décidant de les pousser à un tout autre niveau. Et lors d'une relation intime, l'un des partenaires en vient à tuer l'autre. Que pouvons-nous penser d'une telle situation? Compliqué et tordu, hein? Eh bien, sachez que l'histoire de Sharon Lopatka dépasse de loin ce level. En 1996, Sharon communique sur Internet avec Robert. Ils échangent plus de 900 emails avant de se rencontrer. Et pas n'importe quel mail. Dans les messages, Sharon exprime son désir macabre d'être torturée à mort. Alors on dira le mot chatouiller pour faire plaisir à YouTube. Le 13 octobre, Sharon laisse une lettre mystérieuse à son mari et disparaît purement et simplement. Dans la lettre, elle demande à son mari de ne pas s'inquiéter, même si son corps n'était jamais retrouvé. Elle serait en paix. Hey guys et bonne année! Je vous invite ici à une soirée pyjama, ou alors à une matinée ou une après-midi pyjama. Je vous souhaite la santé parce que c'est le plus important et le bonheur avec un grand B, car c'est grâce à vous que j'ai la niaque de continuer cette chaîne contre vents et marées. Bienvenue pour une nouvelle ADJ. Affaires du jour. Je suis Nathalie Cat, étudiante en criminologie, et ensemble, nous traitons d'affaires criminelles inconnues du YouTube francophone ou connues mais traitées à la lumière de mes connaissances en criminologie. Alors n'hésite pas à nous rejoindre, ça ne mange pas de pain. Sinon, Poupi t'attachera. N'hésite pas non plus à me rejoindre là et là. Alors vu le temps qu'il fait, prends ton plaid et une tasse de chocolat chaud ou de café. Pour moi, c'est du chai tea, mais je te laisse avec le générique. Sharon Rina Lopatka est née le 20 septembre 1961. C'est l'aînée de 4 filles et ses parents sont Monsieur et Madame Abraham G. Denberg. Ils étaient membres de Beth Philot Congregation et son père Abraham était le chazan, c'est-à-dire le chantre si vous voulez, de la synagogue. Donc ils étaient vraiment bien insérés dans leur communauté. Sharon est élevée à Baltimore, dans le Maryland, et c'était une famille juive orthodoxe. Sharon d'ailleurs signifie rose ou plaine en hébreu, tandis que Rina, son deuxième prénom, signifiait joie. Et cette histoire, malheureusement, ne sera pas très joyeuse. À l'école, Sharon fait partie des équipes sportives et du club de chorale de son école. Elle fut diplômée du lycée de Pikesville en 1979. Et ses anciens camarades de classe la disent tout à fait normale. Ça, c'est selon The News and Observer. Plus tard, Sharon épouse un ouvrier du bâtiment nommé Victor Lopatka à Ellicott City, dans le Maryland, en 1991. Elle déménage avec lui dans une maison type ranch à Hempstead, dans le Maryland, au début des années 1990. Ce mariage sera décrit plus tard par une ancienne camarade de classe de Sharon comme une façon de rompre avec sa famille et ses anciennes traditions. Sa famille qui était juive orthodoxe et qui était totalement opposée à ce mariage. Pour eux, le fait qu'elle épouse quelqu'un d'autre qu'un juif était la honte et le déshonneur. Ils coupent donc les ponts avec elle. On peut donc observer à partir de là un certain isolement social, du moins familial, de Sharon. Donc Sharon s'installe à Hempstead, dans le Maryland, et là, il y a deux versions. Certains disent que les Lopatka ne se mêlaient pas du tout aux voisins, qu'ils étaient complètement asociaux, tandis que d'autres disent qu'ils s'entendaient très bien avec tout le monde et qu'ils étaient d'ailleurs amis avec certains voisins. Qu'ils étaient gentils, vivants et pétillants. Alors en 1995, ceux qui suivent mes vidéos, j'ai déjà dit que c'était les débuts d'Internet. Et je vous ai déjà demandé de me dire si vous étiez né avant ou après Internet, du coup. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que la génération Z est née après la création d'Internet. Sinon, si vous êtes juste avant, vous faites partie des millennials ou de la génération X ou des boomers. Bref, en 1995, Sharon se consacre énormément à Internet. Elle était sur AOL, je sais pas si ça vous dit quelque chose, et elle utilise pleinement cette ressource afin de gagner des sous. Par exemple, avec une amie, elle va créer le site Dion's Secret of Home Decorating Guide parce qu'elle adorait la décoration d'intérieur. Mais elle avait d'autres sites comme celui de lecture de cartes de tarot. Oui, elle était assez mystique. Ainsi qu'un site de messages pour adultes. J'imagine que c'était un genre de téléphone rose.
mais elle avait aussi des sites de marketing. En gros, elle travaillait en ligne. Alors je ne sais pas si son mari était au courant pour le site X, enfin site de téléphone rose, parce qu'elle traînait énormément en ligne sur des chat rooms, comme on dit, de sexe, ou des sites porno. Voilà, le décor est planté. Bon, rien de fabuleux, entre guillemets, jusque-là, sauf que ça va lentement mais sûrement dériver sur quelque chose de plus sombre. Par exemple, Sharon va fréquenter régulièrement des sites de nécrophilie. Alors c'est le fait d'être attiré sexuellement par des morts, c'est dégueulasse, et des sites de bondage. Donc tout ce qui a trait au BDSM. Sharon se construit une identité en ligne. Par exemple, dans sa fausse identité, elle faisait 1m67, donc 5 pieds 6, 54 kg, mais elle avait d'autres identités. Par exemple, à certains moments, elle disait qu'elle était une dominatrice de 136 kg, ou qu'elle était Nancy Carlson, une femme promettant de faire n'importe quelle vidéo à caractère CUL. Oui, je dis CUL, je dis pas le X, parce que YouTube n'aime pas ça. Par exemple, elle pouvait poster des annonces telles que « J'ai 25 ans, je suis blonde, aux yeux verts, je fais 1m67 pour 121 pounds. » Ça fait 54 kilos. « Est-ce que vous voulez acheter mes culottes usagées? C'est pas une blague. » Ou encore quelque chose de plus sombre, parce que ça, vendre des culottes usagées, ça me fait vraiment rire. « J'ai fait une vidéo de filles consentantes ou pas, droguées, sous hypnose ou sous l'emprise du chloroforme. Aucun film n'a auparavant été fait, montrant ainsi la beauté des victimes ainsi endormies. » Alors, à ce jour, il n'y a pas de preuve de possession de telles vidéos, mais bon, c'est quand même pas très rassurant. Vous voyez le délire de cette femme. Et en novembre 1996, l'histoire prend un tournant très glauque, car Sharon exprime son désir d'être torturée à mort. Alors les gens de la chatroom commencent à s'inquiéter. Au début, ils pensent que c'est juste un fantasme, mais quand ils constatent que Sharon est sérieuse, ils essaient de lui expliquer, ils tentent du moins de lui expliquer qu'il y a une différence entre fantasme et réalité, et que c'était une grosse différence, et pas des moindres. Mais Sharon affirme vouloir la vraie chose, the real thing. « Je ne vous ai pas demandé à ce que vous me fassiez la morale. I did not ask for you preaching to me. » Son post va susciter beaucoup de réactions, car beaucoup promettent de réaliser son fantasme. Mais même là, ces gens vont quelque peu se décourager lorsqu'ils vont réaliser que Sharon ne plaisantait pas. J'imagine qu'il y avait sûrement dans le lot des trolls qui voulaient voir jusqu'où elle voulait aller, mais lorsqu'ils ont constaté par eux-mêmes que Sharon voulait réellement se faire torturer à mort, ils ont pris peur. Sharon va donc tranquillement continuer à poster, et un jour, elle va tomber sur ce mec qui va promettre de réaliser tous ses fantasmes. Robert Glass est un analyste informatique de 45 ans qui vit dans le comté de Catawba, en Caroline du Nord. C'est plutôt un gars silencieux, introverti, the quiet guy. Alors, vous connaissez cette légende, ou plutôt ce truc qui est communément admis par tout le monde. Lorsque quelqu'un est silencieux, quand on dit the quiet guy, the quiet girl, c'est souvent quelqu'un qui cache des sombres desseins. Bon, moi j'y crois pas trop, hein. Tu peux simplement être introverti et pas être complètement détraqué dans ta tête, mais là c'est un petit peu le cas de Robert. Un gars introverti, mais méfiez-vous de l'eau qui dort, parce qu'on va découvrir pas mal de trucs sur ce Robert, et vous n'allez peut-être pas vous en remettre. Moi en tout cas, ça m'a dégoûté. Robert était quelqu'un qui travaillait énormément, il était renfermé sur lui-même, mais il était quand même marié à quelqu'un depuis 14 ans. Sa femme était Sherry. Sherry, Sharon... Finalement, on n'a pas des noms très différents dans cette histoire. Extérieurement, il n'y avait aucun problème. Il était père de 3 enfants, de 10 à 6 ans. Seulement voilà. Tout comme Sharon, il passait énormément de temps sur l'ordinateur. Alors rien de bien alarmant si c'était de façon normale. Mais là, il passait plus de temps sur son clavier qu'avec sa femme. Et là, Sherry, sa femme, se dit que ça ne sent pas bon. Enfin, pas vous, parce que je sais que vous sentez très bon. Je sais que vous laissez un sillage d'effluves délicieuses sur votre passage. Enfin, j'espère. Alors Sherry décide de jeter un coup d'œil sur l'ordi de son mari. Logique. Délicieux mais froid. T'aurais dû me dire que ça allait refroidir. Merci beaucoup. Hein. Alors que Robert est au travail, Sherry se connecte sur l'ordinateur de son mari. Et elle va constater plusieurs mails alarmants. Des mails qu'il avait enregistrés dans son disque dur. Et il n'y en avait pas un ou deux ou trois, mais une pléthore. Il postait, tout comme Cheryl, anonymement sur AOL. C'est bizarre de dire AOL.
Par exemple, il pouvait prendre l'identité de Toyman, alors littéralement l'homme jouet. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Sincèrement. Et le contenu des emails que Cheryl trouve est très cru et violent. Et c'est si dérangeant que Cheryl prend peur. Et on peut le comprendre parce que honnêtement, vous croyez connaître quelqu'un pendant des années, parce qu'ils n'avaient pas 1 ou 2 années de mariage, c'était 14 ans et 3 enfants de 10 à 6 ans. Et finalement, vous vivez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Et vous découvrez que cette personne a carrément une vie cachée sur Internet, ainsi que des fantasmes dont vous ne doutiez pas du tout de l'existence. Cheryl va donc confronter son mari, et une fois chose faite, Robert devient extrêmement pâle, comme si son monde s'écroulait. Et il ne tente même pas de se défendre. En même temps, que répondre à ça? Non seulement elle découvrait la face cachée de son mari, mais elle réalisait qu'elle ne le connaissait pas du tout. Mais en fait, il y avait eu des signes avant-coureurs. Évidemment, car après leur mariage, Robert lui avait dit qu'il n'était plus du tout attiré par elle. Il ne lui montrait plus d'affection, et même quand elle essayait de se rapprocher de lui, il a rejeté. Sympa. En mai 1996, ils prennent donc la décision de se séparer. Robert a donc désormais quartier libre, vu que Cheryl part avec leurs 3 enfants. Et on arrive au moment où Rob et Sharon entrent en contact. Rob lui fait part de ses envies sadiques, et Sharon lui correspond bien, car elle voudrait se faire chatouiller. Alors, je dirais chatouiller pour le mot tortue, vous comprenez. Et ils se sont bien trouvés. Sharon lui dit qu'à l'apogée de son plaisir, elle aimerait être étranglée, et même attachée. Et Robert décrivait dans de nombreux emails comment il allait réaliser ses fantasmes, et la satisfaire. Et ils en écrivent vraiment beaucoup. En tout, 900 emails. Et ça, c'est sur plusieurs mois. Tout ça avant de se rencontrer en vrai, IRL pour les intimes, et se rencontrer signifiait aussi satisfaire leurs fantasmes. Le 13 octobre 1996, Sharon dit à son mari, car oui, jusqu'à preuve du contraire, elle était encore mariée, elle dit à son mari qu'elle allait voir un ami en Géorgie. Déjà, c'est un peu louche. Donc elle se rend vers la gare de Baltimore dans sa petite Honda bleue, puis elle prend le train à 9h15 en direction de Charlotte, en Caroline du Nord. Oui, il y a bien une ville qui se nomme Charlotte en Caroline du Nord. Et elle arrive presque vers 21h. Alors elle voulait vraiment le voir, son Robert. Robert l'attendait à la gare et ensemble, ils vont parcourir 128 km en voiture jusqu'à chez lui. Avant de vous raconter la suite de la rencontre, revenons à Victor, le mari de Sharon. Je sais que vous trépignez d'impatience, et moi aussi. Victor trouve la lettre que Sharon lui a laissée. Et là, il va tomber de haut. C'est le choc. Elle écrit qu'elle le quittait et qu'elle ne reviendrait pas. Et elle lui demande de ne pas rechercher son meurtrier. Sympathique le parchemin. Et la suite est encore plus fun. Si personne ne récupère mon corps, sache que je repose en paix. Et comme auparavant Cheryl, la femme de Robert, Victor va fouiller dans l'ordinateur de sa femme. Excellent réflexe, afin d'avoir des explications. Il trouve alors les mails de Slow Hand, alors Slow Hand ou main lente, Slow Hand alias Robert, comme vous l'aurez deviné. Et là, il tombe de haut. C'est la stupéfaction. Il découvre la vie cachée de sa femme finalement. Une semaine passe sans aucune nouvelle de Sharon. Donc le 20 octobre, il lance un avis de recherche. Et il confie aux enquêteurs ce qu'il avait trouvé dans l'ordinateur de sa femme, soit les joyeux emails de Robert. Et les enquêteurs réalisent bien vite, à travers les nombreux emails, le fantasme de l'homme, qui est donc de chatouiller et de tuer quelqu'un. Ils comprennent donc instantanément ce qui a dû arriver à Sharon. Ils en déduisent que c'est finito pour elle. Dès le 22 octobre, ils mettent Robert sous surveillance et le 25, ils décernent un mandat d'arrêt contre lui. Ils pénètrent alors dans son domicile, constitué d'une caravane, et à l'intérieur, c'est l'horreur. De la saleté, des ordures de partout, mais aussi des disquettes et des médicaments. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une disquette, c'est un support de stockage de données informatiques. Et pas une disquette de drague, ça c'est autre chose. Et au milieu de tout ce capharnaüm, ils vont retrouver les affaires de Sharon. Devant la propriété de Robert, ils constatent également que la terre a été retournée. Ce qui signifie qu'elle avait été fraîchement creusée pour y enterrer quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Et à même pas 1 mètre de profondeur, ils retrouvent un genou. Robert est donc instantanément arrêté, et là, il va rester silencieux.
muet comme une carpe. Mais revenons donc au moment de la rencontre entre Sharon et Robert. Quand elle descend du train et qu'elle l'aperçoit sur le quai de la gare. Enfin, j'imagine qu'il l'attendait directement. Alors, je me demande par contre si Sharon avait dit à Robert qu'elle avait cette apparence ou si elle lui avait menti à lui aussi en disant qu'elle était une blonde de 25 ans qui faisait 54 kilos. J'en sais rien. Je sais pas quelle a été leur réaction lorsqu'ils se sont vus, lorsque leurs regards se sont croisés pour la première fois. Et je me demande si chacun a été surpris de l'apparence de l'autre. Parce que chacun avait une identité particulière en ligne, on le rappelle. Et je me demande aussi de quoi ils ont parlé pendant les 128 km qu'ils ont fait en voiture avant d'atteindre la ville de Robert. Parce que après toutes ces heures de train, ils n'étaient pas du tout arrivés. Mais en tout cas, on peut supposer qu'ils ont eu des relations pendant plusieurs jours avant que Sharon ne meure. Retour au présent maintenant. La police vient d'arrêter Robert et fouille son domicile. Robert reste toujours silencieux. Et ils n'ont donc d'autre recours que de retourner entièrement son appartement, ou plutôt sa caravane, parce qu'ils vivaient dans une caravane. Et ils y trouvent des milliers de disquettes, des cassettes vidéo, des magazines porno, un pistolet et un équipement BDSM. Alors l'ambiance devait être cool dans cette caravane, je vous dis pas la tête des policiers. À partir de là, Robert répond enfin aux questions des enquêteurs. Il dit que pendant plusieurs jours, il a eu des relations charnel avec Sharon et que c'était complètement consenti. Et que Sharon avait même accepté de se faire attacher avec une corde et de se faire chatouiller avec des objets qu'il avait et même de se les faire insérer dans son corps. Et toujours dans un contexte consensuel, Robert avait mis une corde autour du cou de Sharon pendant qu'ils avaient des relations, qu'il serrait de plus en plus fort et qu'il l'avait tuée accidentellement ainsi. Oups, pas fait exprès. Alors il dit ne pas se souvenir de la force qu'il avait employée, que c'était un accident et qu'il n'avait jamais voulu que Sharon meure. Le corps de Sharon est déterré, chevilles et poignets liés. Je suppose que son corps était plié en deux. Elle avait des éraflures sur tout le corps et une corde sur le cou. Le corps de Sharon va être examiné par un médecin légiste du nom de Dr. Fess. Lui il s'appelle Dr. Butts, donc ça veut dire fesse. Et il conclut que Sharon est bien morte de strangulation, comme l'avait affirmé Robert. Il détermine le moment de la mort de Sharon à 3 jours après son arrivée chez Robert. La défense va donc soutenir le fait que Robert avait raison, d'où les conclusions du légiste, et que Sharon était restée 3 jours en vie, donc impossible qu'elle ait souffert pendant 3 jours. C'était forcément accidentel. Ce qui n'est pas trop un argument, malheureusement, parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui se sont déjà fait enlever et chatouiller pendant plusieurs jours avant de mourir, et même plus de 3 jours. Mais les avocats de Robert veulent le présenter comme humain, mais tout était prévu dans les emails. Il avait fait part à Sharon de son fantasme de chatouiller quelqu'un à mort. Et dans ses mails, il prévoyait comment il allait tuer Sharon. Donc, peut-on parler de préméditation ou d'accident dans ce cas-là? Et il y avait autre chose. En fouillant dans les affaires de Robert, les policiers découvrent une face encore plus sombre de Robert. Dans son ordinateur, ils trouvent de la pornographie infantile, donc la pédopornographie, en photo et vidéo, ce qui va considérablement aggraver son cas. Car il va être non seulement accusé de meurtre au premier degré, mais aussi de possession de porno infantile. L'affaire va susciter énormément d'intérêt chez les médias et les gens en général, de par ses particularités, une rencontre sur Internet, le mariage de fantasmes finalement, et l'issue funeste et choquante. Beaucoup ont blâmé Internet et la pornographie, mais beaucoup vont également défendre Internet et la liberté d'expression. Et j'aimerais d'ailleurs savoir votre avis. Voici le mien. Tout peut être dangereux selon le point de vue. Un couteau, par exemple, peut autant découper des aliments que poignarder quelqu'un. Donc tout dépend de l'utilisation. Internet, c'est pareil, ça peut autant être dangereux qu'utile. Donc mieux vaut être éduqué et avoir conscience de ces dangers. De même, et mettez sur pause car je suis très intéressée par votre avis, et c'est un problème qui a été soulevé lors du procès. Est-ce juste d'accuser Robert de meurtre au premier degré, alors que Sharon était finalement consentante, d'où les 900 messages entre les deux tourtereaux, Perk, et la lettre laissée par Sharon? Peut-il être considéré comme un tueur de sang-froid, ou c'est du pareil au même? Parce que meurtre au premier degré, on rappelle que c'est meurtre avec préméditation. Mais si il avait l'accord de la victime, est-ce pareil? Alors en faisant abstraction de la pédophilie
pornographie qu'il avait dans son ordi, on peut faire un parallèle avec le cas de Armin Meiwes. Alors je sais jamais comment le prononcer. Armin Meiwes, dont on parlera par la suite, et qui a quand même fait une peine de prison pour son crime, puisqu'il a été condamné en 2006 à la prison à perpétuité. Le cas ici est similaire. Et question très importante, avait-il un profil assez dangereux que pour être enfermé finalement, même si le meurtre était bien voulu? Était-il dangereux pour la société? Beaucoup de questions auxquelles on tentera de répondre en toute modestie. Car le meurtre consensuel, donc le meurtre qui a été consenti, est tout un sujet. Toujours est-il que Robert est accusé de meurtre au premier degré, charge qui va être finalement transformée en homicide involontaire. Voilà, malgré tous les indices qui avaient été retrouvés dans sa caravane, les 900 emails qui prouvent que l'homicide était volontaire, quoique consensuel. Consensuel, accepté, admis, en accord. Robert va plaider coupable pour homicide volontaire en 2000, ainsi que pour des charges pour exploitation de mineurs. Et sa peine, alors asseyez-vous mais vous êtes déjà assis avec moi, sa peine, vous allez péter un câble, sera de 36 à 53 mois de prison pour le meurtre de Sharon et de 21 à 26 mois seulement pour détention de pédopornographie. Ce que je trouve assez léger comme peine, honnêtement. Donc le 20 février 2002, Robert est déjà prêt à sortir de prison. Mais plot twist, il y a beaucoup de rebondissements dans cette histoire, je vous préviens. À 1h30 du matin, Robert va faire une crise cardiaque, le jour même où était prévue sa sortie. Retour de karma, on ne saura jamais. Donc t'inquiète, il n'est pas aujourd'hui en liberté vu qu'il est mort. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose quand on pense à ne serait-ce que le contenu qu'il avait dans son ordinateur et ce qu'il a fait à Sharon finalement, même si c'était consenti. Et il reste que c'était quand même quelqu'un de profondément dérangé, qui aurait eu besoin d'aide, et Sharon également. Ce qui est triste également dans cette affaire, c'est que les parents de Sharon, rappelez-vous, qui l'avaient renié et qui avaient coupé les ponts avec elle, ont été très mécontents de la médiatisation de l'affaire de leur fille. Et ils ont essayé de la renier publiquement en disant qu'ils n'avaient rien à voir avec elle, que ce n'était plus leur fille et qu'ils ne voulaient pas du tout être associés à elle. Le mari de Sharon également sera choqué à vie. Cette affaire fait énormément penser à celle de Armin Meiwes. On rappelle que c'était un informaticien allemand qui s'était fait connaître pour le meurtre en 2001 de Bernd Jürgen Brandes. Ce meurtre, qui avait été perpétré sur une victime consentante, avait été précédé et suivi de faits de cannibalisme. Surnommé le maître boucher ou encore le cannibale de Rothenburg, Meiwes est condamné en 2004 à 8 ans et demi de prison, puis au cours d'un second procès tenu en 2006 à la perpétuité. Alors ici, c'est similaire à notre histoire, vu qu'il y avait des fantasmes sadomasochistes. C'est un homme qui passait de longues heures devant son ordinateur et l'arrivée d'Internet lui a permis de découvrir de nombreux sites de rencontres homosexuelles, ainsi que des sites sur le sadomasochisme, le cannibalisme et la chatouille. Vous comprenez à quoi correspond ce mot. Il s'invente également, tout comme Sharon et Robert, une identité virtuelle, à savoir Frankie le boucher. Sympa. À la mort de sa mère en 1999, oui, je vous refais un petit peu un topo, il hérite du manoir et le réaménage selon ses fantasmes. Il y crée notamment dans l'ancien fumoir au 2e étage une véritable salle de chatouille, recouverte de carrelage et équipée d'un système de poulies et de crochets ainsi qu'une table de dissection d'animaux. Ah, ça me fait penser à une vidéo précédente que je vous mets dans le petit i. Et depuis 1999, Armin publiait énormément d'annonces sur internet, faisant part de son désir de trouver un homme voulant être mangé. Cette annonce était tout à fait sérieuse, tout comme les annonces de Sharon, et le fait de manger la personne est à prendre au sens propre. En 2001, il entre en contact sur le site de The Cannibal Café avec Bernd Jürgen Armando Brandes, un ingénieur berlinois de 42 ans, qui répond présent. Et la rencontre entre les deux hommes a lieu au domicile d'Armin Meiwes à Rothenburg dans la nuit du 9 à 10 mars 2001. Et après avoir eu des relations charnelles, ils décident d'un commun accord de sectionner le pénis de Bernd Jürgen. Ils tentent d'abord de le couper en deux afin d'en consommer chacun un morceau. C'est horrible. Mais le membre est trop dur. Armin descend donc le cuisiner dans une poêle, l'assaisonne avec des épices et du sel, ainsi que de la graisse prélevée sur son hôte. Le membre finit par brûler dans la poêle et être inconsommable. C'est horrible. Ensuite, toujours avec l'accord de son hôte, après 3 heures de lente agonie pour Brandes,
Armin Meiwes accélère sa mort à l'aide de plusieurs coups de couteau à la gorge. Dans sa cave, il détripe et découpe plusieurs morceaux de chair dont il gardera certains en congélateur pour les manger plus tard. Il est ensuite arrêté le 10 décembre 2002 alors qu'il était en train de rechercher une autre victime. La police trouve dans son immense manoir la salle de boucherie, dans le congélateur des sacs en plastique remplis de viande humaine. Il passe alors aux aveux, révélant notamment l'existence dans une cachette de cassettes VHS sur lesquelles il a enregistré intégralement la scène de cannibalisme qui dure plus de 9 heures. Armin Meiwes a déclaré regretter son geste, mais garder tout de même un souvenir intense et positif de sa victime. Une histoire absolument dégueulasse. Alors, je sais que ça a été traité de nombreuses fois, surtout sur YouTube, mais si vous voulez que j'en fasse une vidéo, dites-le moi en commentaire. Moi, ça me dégoûte. Personnellement, cette histoire m'avait traumatisée. Et l'histoire de Sharon n'a fait qu'ajouter à ce traumatisme, donc voilà. Donc vous voyez qu'il faut un petit peu prendre de la distance avec les vidéos True Crime, parce que sinon, c'est pas possible. Petit rappel rapide sur les différents types de meurtres. Meurtre au premier degré est un meurtre commis avec préméditation et de propos délibérés. Le meurtre au second degré correspond aux autres meurtres. Et ici, le meurtre consensuel signifie meurtre avec accord de la victime. Et dans ce cas, celui de Sharon et celui d'Armin, on est en plein dedans. Si on regarde le passé de Sharon, celle-ci avait été écartée de sa famille, donc on avait un isolement social, comme on l'a dit au départ, et se réfugier sur Internet où elle pouvait pleinement vivre et partager ses fantasmes. Un peu comme Armin, qui avait perdu sa mère, donc ça a fait un traumatisme chez lui. J'imagine que c'était la seule personne avec qui il communiquait. Sharon, elle, avait un isolement familial et s'était quelque peu réfugiée où elle partageait ses fantasmes. Mais le propre du fantasme est justement de rester au niveau du fantasme. Donc, une chose irréalisée. Fantasme qu'elle va pousser finalement au paroxysme, sûrement par dépression. Bon, je n'ai pas son analyse psychologique ni psychiatrique, mais outre le fait qu'elle utilisait des pseudos sur Internet pour cacher son identité, je pense que c'était en même temps un échappatoire à sa propre vie qu'elle ne supportait plus. Elle faisait croire par exemple qu'elle était plus jeune, plus mince que ce qu'elle n'était. Avait-elle un complexe d'infériorité ? Je pense qu'elle ne s'aimait pas beaucoup. Et elle vivait pleinement cette dépréciation sexuellement, à travers le masochisme. Donc qu'est-ce que le masochisme ? C'est un comportement d'une personne qui trouve du plaisir à souffrir et qui recherche la douleur et l'humiliation, spécialement dans les rapports charnels. Et c'est à l'opposé du sadisme. Donc c'est le fait de trouver du plaisir dans la souffrance de l'autre. Elle était donc l'opposé de Robert. Et comme les opposés s'attirent, il n'a été qu'un outil finalement pour elle, comme elle a été un outil pour lui finalement. Le masochisme, c'est aussi la recherche du plaisir à travers la déchéance. Cette recherche peut être consciente ou inconsciente. Le masochisme est l'une des voies par lesquelles la libido, donc le plaisir, peut s'engager dans une organisation perverse. Selon l'analyse freudienne, on peut lier masochisme et pulsion de mort. Et le masochisme prend son origine dans l'enfance. Alors je sais qu'on a beaucoup parlé du masochisme de façon assez négative, mais attention, ce n'est pas ce que je critique en soi. On peut très bien avoir des fantasmes comme ça et ne pas forcément les réaliser, mais dans le cas de Sharon, ça a été funeste. De plus, la notion de morale et éthique, très présente dans cette affaire, est propre à chaque société. De même que la notion de déviance. Les normes sociales varient en effet selon les sociétés et les époques. Et déviance, par opposition à délinquance, qui est la transgression des lois, signifie la transgression des normes. Et ça, c'est propre à chaque société. Par exemple, le BDSM en soi n'est pas interdit. Mais c'est le fait qu'il ait mené à la mort de Sharon qui est problématique. Et là encore, la peine de Robert, pour son meurtre, était très courte. Il existe un fétichisme nommé, alors laissez-moi le lire, l'autassasinophilie. Et l'autassasinophilie, je l'ai bien dit, c'est une paraphilie, c'est-à-dire une déviance ou une attirance sexuelle pour des choses inhabituelles, qualifiée de déviance. Donc, l'autassasinophilie est une paraphilie dans laquelle un individu est sexuellement attiré par le risque d'être tué. Oui, ça existe. Ce fétichisme peut inclure certains facteurs qui peuvent mettre en danger la vie d'autrui, comme la noyade ou l'étranglement. Et c'est un fantasme assez rare. Et c'est exactement le cas de Sharon. Cependant, cela ne signifie pas que la personne doit réellement se trouver dans une situation où sa vie est réellement en danger. Le simple fait d'avoir un fantasme est suffisant. Parce que, comme on l'a dit plus haut, un fantasme doit rester à l'état de fantasme, finalement. Certains autassasinophiles, purée, je l'ai bien dit, sont excités par la planification de leur propre mort. Et ça fait penser à l'histoire d'Armin Meiwes.
Et on pense que ce fétiche regroupe d'autres paraphilies, comme les fantasmes de l'étouffement ou la noyade. Et c'est intimement lié au masochisme. Et Sharon aura malheureusement été au bout du fantasme, au bout de ses rêves. Mais je pense que plus profondément que cela, ça va au-delà de l'aspect CUL. C'est bien un penchant finalement suicidaire qui l'aura poussé à aller dans les bras de Robert, ou plutôt dans les cordes de Robert. Je pense que c'est quelqu'un qui était déjà dépressif depuis bien longtemps, dans un isolement complet, même si elle était mariée. Et finalement, c'était qu'un échappatoire, un exutoire. Internet ainsi que ses fantasmes CUL. Donc ça allait bien plus loin que de simples paraphilies. Pour finir sur les fétichismes liés à l'envie de finalement mourir, ça peut être très dangereux. On décompte au moins 250 morts par an aux États-Unis, dû à ça du coup. Mais Sharon en commentaire si tu es arrivé jusque-là et dis-moi ce que tu penses de cette affaire, si ça t'a intéressé. J'ai très hâte de vous lire et dis-moi si tu penses que la sentence de Robert était juste. Dis-moi quel a été pour toi le cheminement mental de Sharon. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, à vouloir une telle mort? Je lis tout le monde et je m'efforce de répondre à tous les commentaires que je vois. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Ne passez pas trop de temps sur internet, préservez votre santé mentale et abonnez-vous, ça m'encourage. Sinon, Poupie vous mangera. Voilà, c'est tout. Tout cru. Suis-moi sur TikTok et Instagram si je te manque entre deux vidéos. Mais n'oublie pas, you rock.